Christiane Montandon, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Théraèdre en septembre 2016 avec la collaboration de Philippe Saraméjane, un ouvrage intitulé Apprentissages informels et expériences interculturelles à l'école primaire. Pourquoi mettez-vous en relation justement l'informel et l'expérience interculturelle? Eh bien parce que très souvent, quand on parle d'échanges scolaires, ici il s'agit d'échanges franco-allemands, on pense souvent au programme d'échange conçu par l'enseignant, à tout ce qui a été programmé, prévu, et donc à tout ce qui est les situations formelles, intentionnellement programmées aux objectifs voulus par l'enseignant. Et surtout quand les enfants n'ont pas accès à la langue de l'autre, ce qui est le cas, euh, on s'aperçoit que tout ce qui est en dehors de ce qui est prévu, tout ce qui est de l'ordre de la vie quotidienne, des savoirs tacites, expérientiels, est très important pour entrer en communication avec l'autre, que la communication gestuelle, les modalités d'interaction passent dans d'autres canaux, en particulier donc le mime, le jeu, le détournement symbolique des objets insolites, et que les enfants savent mettre à profit tout ce qui est dans leur environnement pour apprendre, euh, s'étonner, apprendre des manières de vivre, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières d'agir, de faire, et que donc l'informel, c'est ces interstices nombreux au sein des situations formelles d'apprentissage qui, qui suscitent l'initiative des enfants. Alors, d'où l'importance des interactions sur lesquelles nous avons travaillé, qui montre comment la confrontation avec l'étrange, l'étranger, d'autres manières de faire suscite souvent étonnement, désarroi, parfois rejet, déstabilisation, mais aussi performativité, c'est-à-dire des initiatives créatrices pour entrer en relation avec l'autre. Alors par exemple, les moments informels, ça peut être la récréation dans la cour, les trajets dans le bus, les repas, où on voit que les enfants trouvent toujours des moyens d'entrer en contact avec des jeux de main, avec des jeux de ballon, etc. Mais ce que je voudrais montrer aussi, ce qui est important dans cette recherche, c'est de mettre en évidence le fait que, à l'intérieur même des situations formelles, il y a possibilité de trouver des interstices informels, des, euh, des moments où les enfants prennent l'initiative qui n'était pas prévue par l'enseignant. Donc voilà l'importance de cette notion. Alors, selon vous, quelle est l'originalité de ce livre par rapport aux nombreuses parutions annuelles qui portent justement sur la pédagogie interculturelle? Alors, je crois, effectivement, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été publiées sur la pédagogie interculturelle. Je crois que euh, l'originalité tient à notre démarche de recherche. C'est la première fois euh, que nous abordons une méthode vidéo-ethnographique, c'est-à-dire que les chercheurs français et allemands, nous étions 6 chercheurs français, 6 chercheurs allemands, nous travaillions, nous nous regroupions, mais surtout nous avons participé chacun, il y avait 6 terrains de recherche, nous avons participé à la semaine d'échange en observant ce qui se passait entre les enfants et entre les élèves et les enseignants, et on a filmé, hein, c'est ça l'important, on a recueilli énormément de corpus vidéo, on a filmé les moments qui nous semblaient les plus significatifs, tant du point de vue informel que du point de vue interculturel. Alors, il y a un paradoxe parce que à la fois l'informel, c'est l'imprévu,
Donc, ce qu'on a filmé parfois, on peut pas anticiper. Il y a des choses qui nous ont sans doute échappé, mais nous avons déjà un corpus très important. Donc, il y a une double méthodologie. Première méthodologie, cette vidéoethnographie. La deuxième méthodologie, c'est qui nous permet de passer du point de vue objectif des données vidéo au point de vue des sujets, du vécu de cette expérience, puisque nous avons mené des entretiens. Alors nous avons mené des entretiens d'abord avant l'échange avec les enfants et les enseignants, mais surtout nous avons mené des entretiens après, auprès des enseignants d'un côté, et surtout auprès des enfants. Et les entretiens auprès des enfants étaient des entretiens de groupe de 3-4, dans la mesure où il était important, surtout à cet âge, on ne peut pas interviewer des enfants, mais avec ce que j'appelle un rappel stimulé. C'est-à-dire que nous commencions l'entretien en ayant choisi des séquences très courtes vidéo pour que ceci stimule les enfants, et nous leur demandions, ils se voyaient sur l'écran, qu'est-ce qui se passe, et nous avons eu donc des descriptions très intéressantes sur ce qui se passait, et en plus intéressant dans la mesure où sur une même séquence, les enfants n'avaient pas vécu la même chose, n'avaient pas interprété de la même manière. Donc l'ouvrage porte sur l'analyse à la fois de ces confrontations entre enfants, et je veux ajouter en ce qui concerne la méthodologie, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces analyses témoignent d'une perspective pluridisciplinaire. C'est-à-dire, nous avons, en tant que chercheurs, il y avait soit des perspectives socio-historiques, soit un accent mis plus sur les groupes en psychologie sociale, l'importance de la dynamique interactionnelle, de la manière dont tel ou tel enfant prend l'initiative, prend le leadership, la manière dont se constituent les groupes, en fonction, et des groupes mixtes, c'est-à-dire, alors les groupes mixtes, ce qui était intéressant, c'est que c'était souvent des groupes français, allemands, mais la mixité a eu du mal à se faire en ce qui concerne les rapports sociaux de sexe. Hein. C'est des garçons qui se rencontraient et les filles aussi, et donc il y a eu là une évolution au bout de la semaine. Tous les enfants, il y avait un mélange à la fois filles-garçons et français-allemands. Donc, pour revenir, pour terminer ceci, d'un côté, une approche pluridisciplinaire, donc j'ai dit socio-historique, psychologie sociale, anthropologie et pragmatique linguistique, l'importance de la manière dont ils pouvaient inventer des mots parfois. Et donc, avec des concepts clés qui sont les interactions, qui sont les apprentissages, apprentissage relationnel, apprentissage de nouvelles manières d'entrer en relation avec autrui, d'entrer en rapport avec le monde, avec un environnement différent, et donc également faire l'expérience des transitions, car je crois que ce qui est important, c'est que l'expérience interculturelle est une expérience transitionnelle, c'est-à-dire l'enfant quitte le monde qu'il connaît, le système scolaire qu'il connaît, sa langue maternelle, pour aborder un autre monde, un système éducatif différent, mais surtout, il est parfois dans un no-man's-land ou un no-man's-langue, parce que il n'a pas accès à la langue de l'autre. Donc c'est cette expérience de l'espace transitionnel où on n'est plus dans les cadres sociaux de l'expérience qu'on connaît et qu'on n'a pas encore, qu'on ne s'est pas encore approprié les cadres sociaux de l'autre. C'est cette expérience de la transition qui me semble quelque chose d'excessivement
intéressant et excessivement constructif pour le développement des enfants, mais aussi pour les remises en question des pratiques enseignantes. Alors, selon vous, et sur un plan peut-être plus concret, quelles peuvent être les retombées justement de cette recherche sur les pratiques enseignantes? Oui, alors comme je viens de le dire, j'aimerais donc peut-être développer qu'est-ce qu'apportent ces expériences transitionnelles, hein. Donc, on a surprise, étonnement, surtout une expérience émotionnelle forte, des affects relativement forts. Alors, par exemple, du point de vue des enfants, les enfants français ont été sidérés de voir que la cour de l'école était ouverte. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de limite. D'autre part, les enfants français ont été également étonnés de la liberté, de l'autonomie qu'on leur laissait les enseignants allemands et de la confiance qu'on leur faisait. J'ai envie de vous lire un extrait d'un entretien d'un enseignant. Voilà ce qu'il dit, page 173. J'ai pu me rendre compte qu'on n'avait pas la même façon d'aborder l'enseignement entre la France et l'Allemagne. Et j'ai trouvé qu'il y avait une réelle différence entre l'attitude de nos enfants en classe en France et l'attitude des enfants en classe en Allemagne déjà. J'ai été assez surpris de le constater par moi-même, parce qu'on peut toujours en entendre parler, mais il faut au moins le vivre pour s'en rendre compte. Cette liberté que les enfants ont dans l'école, que nous ne donnons pas aux nôtres, cette façon d'évoluer plus ou moins librement dans les couloirs, j'ai trouvé ça stupéfiant. Et l'étonnement des enfants aussi, donc, et du maître vient dans l'aménagement de l'espace, une architecture totalement différente, mais également dans l'organisation spatiale de la classe. En particulier, en Allemagne, les enseignants et les enfants ont trouvé qu'il y avait beaucoup de travail en petits groupes. Je donne une citation là c'est page 199, des enfants qui ont bien observé, qui étaient très très observateurs. Voilà ce qu'il dit. Les tables n'étaient pas rangées comme nous. Ça m'a étonné parce que là-bas, ce n'est pas la même organisation d'apprentissage. Je pensais que ça allait être comme nous. On voit quand même qu'ils sont relativement pertinents et critiques et qu'ils ont un regard acéré là-dessus. Donc, d'autre part, alors sur la transition aussi, ce que nous avons remarqué, c'est qu'ils quittent la famille pour habiter dans des lieux autres. Alors, l'intérêt de cette recherche et aussi ce qu'ont apporté, ce qui a été intéressant pour les enseignants, c'est que selon les terrains de recherche, il y avait soit un échange au sein des familles, soit les Français allaient dans les auberges de jeunesse quand ils allaient en Allemagne et les Allemands allaient dans des auberges de jeunesse quand ils étaient en France, soit, autre chose, ils étaient dans un tiers-lieu. C'est-à-dire que l'ensemble des enfants des classes allemandes et françaises quittaient leur lieu pour aller dans un tiers-lieu, c'est-à-dire une auberge. Et alors l'apprentissage et cet apprentissage des enfants de devoir se débrouiller tout seul, de devoir s'habiller tout seul, de devoir débarrasser tout seul la table, etc. Et les enfants disent que ça les a aidés à grandir, à accepter la séparation avec les parents. Et les enseignants également ont trouvé qu'il y avait une sorte d'autonomisation, de maturité qui était là. D'autre part, alors sur les enseignants, ça leur a incité à modifier leur attitude, à donner davantage de place aux activités artistiques du côté des Français. Les Allemands ont été étonnés parfois, par exemple, les Allemands ont été étonnés que dans une école à Reims, il y avait une cour pour les petits d'un côté, cour pour les grands de l'autre, et que cette séparation et cet interdit étaient totalement
anormal en Allemagne. Donc, confrontation, alors la confrontation de ces deux systèmes éducatifs incite les enseignants à demander, alors là c'est une dernière retombée, incite les enseignants qui ont participé à l'échange, ont demandé de poursuivre, d'avoir des formations continues dans des groupes hétérogènes où on mélangerait enseignants qui ont connu ces échanges et enseignants qui ne se sont pas encore lancés dans ces échanges pour promouvoir une certaine mobilité institutionnelle, pour susciter justement l'envie de rencontrer l'autre, d'une expérience d'altérité, de voir comment fonctionnent d'autres systèmes éducatifs. Voilà. Ce que je veux dire, pour terminer peut-être, sur les retombées de ce travail, l'expérience du malentendu et de l'incompréhension. Des enfants français nous disent qu'ils ont eu du mal à comprendre qu'on ne les comprenait pas. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose d'assez réflexif. Et voilà ce que dit l'enseignant. Les élèves étaient plutôt soulagés d'avoir vécu des choses qui étaient un peu hors d'école, mais qui leur redonnaient confiance en école, en tout cas en leur faisant gérer leurs émotions au sein de l'école. On leur demandait finalement de reproduire un peu dans leur cahier ce qu'ils avaient été capables de faire dans la rencontre de l'étranger. C'est-à-dire, dans la rencontre de l'étranger, ils étaient confrontés à des difficultés, à des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient que les autres ne comprenaient pas. Et en revenant en classe en France, devant des difficultés en grammaire, en mathématiques, ils semblaient beaucoup plus armés en se disant « mais j'ai pu me sortir de situations difficiles où je ne comprenais pas, je vais pouvoir maintenant rebondir et m'en sortir. » Voilà un peu les apports de cette recherche.